Alors, on va passer à la deuxième communication de ce panel, qui nous sera donc présentée par Aurélie Pas si. Passy, par Aurélie Bien. Passy, qui est donc agrégée d'histoire, docteur en histoire antique, ayant récemment soutenu sa thèse sur la construction politique et administrative de l'Empire assyrien à l'Université de Paris 1. Ses recherches se concentrent sur l'étude de l'assyriologie, mais également sur la réception de l'Antiquité en fantasy et en science-fiction. Et la communication d'aujourd'hui est intitulée Livia Drusilla, représentation et réception contemporaine d'une impératrice romaine dans les séries télévisées, avec Claudius, Rome et Domina. Hop là. Alors, merci. Donc c'est bien, la précédente communication a commencé, a fini par Rome, et c'est une série dont je vais un petit peu parler, en abordant un personnage alors que vous connaissez peut-être ou pas, hein, si vous avez vu Rome. Elle n'est pas très présente dans Rome, mais justement, on va en parler. Alors, c'est une figure historique de la Rome impériale qui fut l'épouse du premier empereur romain, Octave Auguste. Alors, je vais parler de Auguste, hein, pour simplifier. Et qu'il a été pendant plus d'un demi-siècle. C'est un fait qui est assez notable dans une société où le divorce constituait un instrument politique courant, alors qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Elle vit son propre fils Tibère devenir le successeur d'Auguste, et décédée à l'âge de 86 ans. Elle est une figure à la fois présente dans les sources antiques, même si elle n'est pas toujours développée, et importante dans la construction du principat augustin. L'ensemble de ces éléments confère à Livia Drusilla, que je simplifierai là aussi par Livia, un fort potentiel de réinterprétation fictionnelle pour les créateurs contemporains, qui s'en sont emparés et qui ont rempli en fait pas mal les interstices laissés par les sources antiques. Et au cours de ces 50 dernières années, il y a notamment 3 séries télévisées qui ont chacun proposé une interprétation singulière de cette figure féminine. Ces 3 séries étant I Claudius ou Moi Claude Empereur en français, une série de la BBC de 1976 qui compte 13 épisodes, hein, c'est une mini-série. Livia est interprétée par Sian Phillips. Elle occupe 7 épisodes sur les 13 et elle est absolument centrale sur les 5 premiers épisodes. La deuxième, qui je pense est plus connue, en tout cas par vous, qui est Rome, donc série de HBO, mais aussi qui a en partenariat avec la BBC, qui a été qui a été diffusée entre 2005 et 2007. Et cette fois-ci, c'est Alice Henley qui interprète Livia. Alors, elle apparaît vraiment très peu, hein, sur les 22 épisodes qui composent l'ensemble de la série. C'est seulement 3 épisodes de la fin de la saison 2, et encore, elle apparaît vraiment là encore assez sporadiquement. La troisième est une série récente, à la diffusion plus confidentielle, entre 2021 et 2023. Et cette fois-ci, on a une série qui est entièrement centrée sur Livia, hein, qui en est le personnage principal, et qui apparaît dans les 16 épisodes qui composent les 2 séries de cette série. Et on a 2 actrices, avec Nadia Parks qui joue Livia, qui interprète Livia jeune, présente sur 2 épisodes seulement, et Cassia Smutniak, qui interprète en fait Livia sur le reste de la série. Alors, je préviens tout de suite, je vais sévèrement spoiler, hein, sur les 3 séries. De toute façon, j'ai déjà commencé à le faire en racontant tout le parcours de Livia. Alors, les 3 séries ont été en partie ou pleinement produites par des Britanniques, et ça va avoir son importance. Les 2 premières ont rencontré un succès critique et un succès auprès du public qui est assez important. Elles ont remporté des récompenses assez nombreuses, et elles se sont inscrites durablement dans l'histoire des productions sérielles. Les 2 plus récentes, Rome et Domina, ont été tournées dans les célèbres studios de la Cinecittà à Rome, mais elles n'ont pas été menées à leur terme, puisque toutes les 2 ont été annulées, hein, avant la fin qui était prévue. Les 3
production ne traite pas exactement de la même période de la vie de Livia, mais en fait, mise bout à bout, elle permet d'avoir un large panorama de son parcours, hein, puisqu'on la suit depuis les guerres civiles au moment de son mariage avec Octave Auguste, jusqu'aux premières décennies du régime qui met en place, donc qu'on appelle le Principat, en passant par les 15 dernières années du règne de son fils, les 15 premières années du règne de son fils Tibère. Leur diffusion s'étale sur près d'un demi-siècle, hein, entre 1976 et 2023, ce qui permet, et c'est d'ailleurs l'objet de cette communication, d'avoir une approche diachronique sur l'évolution de ces représentations. Et donc, en fait, ici, je vais essayer de voir comment est-ce que les créateurs ont, au fil des décennies, investi, transformé les récits du passé, alors au sens large, hein, pour le passé, pas que l'Antiquité, pour mettre en scène cette femme de pouvoir, tout en cherchant à s'adresser à leur public contemporain. Alors, Livia Drusilla, donc Livia, c'est d'abord une femme qui, elle fait partie de ces stéréotypes des femmes qui sont dans un monde qui leur interdit la politique. Dans la Rome antique, c'est vrai que les femmes sont formellement exclues de la vie politique du fait de leur inéligibilité aux magistratures et aux fonctions publiques. C'est une marginalisation qui est directement soulignée par les personnages féminins dans ces différentes séries, notamment dans Domina et dans Moi, Claude Empereur, où par exemple on a dans Domina où elle dit ta femme, enfin on a Mécène qui dit à Auguste, ta femme est l'homme le plus intelligent de Rome, et on a un discours vraiment qui est assez important sur le fait qu'une femme doit tenir le foyer, son rôle c'est de se marier, c'est de donner des enfants à Rome. Hein, c'est aussi un discours qu'on a alors beaucoup plus légèrement dans Moi, Claude Empereur, où Livia reproche à Auguste de l'avoir écartée parce que c'est une femme. Bon, elle le fait alors qu'elle est en train de l'assassiner sur son lit de mort, et qu'il est sur son lit de mort, ce qui rend un petit peu le passage comique. Et dans ces séries, en fait, elles doivent du coup se conformer en apparence, en tout cas, au rôle de mère et d'épouse loyale, qui est un aspect qui est effectivement attesté historiquement, puisque la propagande augustéenne, surtout à partir de 9 avant Jésus-Christ, a fait de Livie, entre autres, un modèle de matrone vertueuse, hein, donc de la femme romaine vertueuse. Dans Rome, Livia, et c'est assez intéressant, la première fois qu'elle apparaît, c'est dans l'épisode où Auguste envisage de promulguer une loi qui vise à restaurer la moralité par le biais du mariage. Donc c'est une référence à des lois qui ont vraiment été prises, hein, sous Auguste, et qui étaient destinées à encourager les unions, la natalité et le redressement des mœurs aristocratiques qui étaient perçues comme déclinantes. Et donc, Livia est clairement associée à cette idéologie. Elle est décrite comme jeune, très présentable, en bonne santé, fertile, issue d'une famille honorable. Et donc, elle incarne à ce titre-là l'épouse idéale au service de cette réforme augustienne. Leur apparence est aussi assez intéressante dans les trois séries. Elle renvoie à l'imaginaire contemporain des matrones romaines qui, avec cette coiffure structurée, les vêtements et notamment avec le voile, et de nombreux bijoux. Alors, ce sont des représentations qui viennent effectivement à la fois de représentations qu'on a, hein, du passé, que ce soit sur les monnaies, les bustes ou les portraits, qui sont néanmoins décontextualisés, hein, parce que là, par exemple, on a une pièce qui a été frappée sous le règne de Tibère, alors que la Livia qu'on voit à côté est plutôt au début du règne d'Auguste. J'ai essayé donc de chercher quelques représentations. En fait, vraiment, il n'y a pas une période précise qui est prise pour faire ces matrones romaines. On va puiser un petit peu à droite, à gauche. L'objectif est de construire vraiment cet imaginaire qu'on retrouve dans les différentes séries. Il y a aussi, et ça, bon, ça ne vous étonnera pas, des reprises d'œuvres beaucoup plus récentes, hein, d'œuvres notamment du 19e siècle qui ont beaucoup marqué l'imaginaire de l'Antiquité. Hein, ce sont notamment, alors il y a une interview de la personne qui s'occupe des coiffures dans Domina, qui dit s'être inspirée explicitement de l'auteur, de sculpteur, hein, qui donc Antonio Canova, donc un sculpteur du 19e siècle. Alors, toutefois, comme Livia n'a pas de fonction politique, les séries choisissent de limiter sa présence dans la sphère publique. Dans Domina, il y a des scènes qui se passent dans la rue de Rome, dans les rues de Rome, mais en fait, elle n'y exerce aucune action publique. Et les actions et les intrigues de Livia se déploient donc principalement dans le cadre familial et domestique. Elles relèvent de manœuvres d'arrière-cour. Bref, elles sont dans l'ombre et à l'extérieur de cette sphère publique.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la sphère familiale devient, à son tour, une sorte d'espace public pour Livia. Dans les 3 séries, on a des nombreux repas. Alors, c'est une scène qui est absolument incontournable de toutes les fictions sur Rome, hein, ces scènes de dîner. Ces scènes, en fait, ces espaces sont des lieux de jeu de pouvoir entre les personnages. Et si la parole est souvent plus libre qu'à l'extérieur, chacun doit maîtriser son image. Dans Moi, Claude Empereur, Livia fait des repas, en fait, un poste d'observation. Et les femmes y apparaissent souvent bien apprêtées. Il y a vraiment des jeux de pouvoir, hein, qui s'exercent entre les différents personnages. Dans Domina, il y a une mise en scène qui est assez intéressante aussi, c'est qu'il y a vraiment l'accent a été mis sur la circulation au sein de cet espace domestique, avec une Livia qui se retient beaucoup justement dans la partie publique des maisons. Mais qui, dès qu'elle passe un seuil, va pouvoir en fait relâcher ses émotions. Ceux qui ont vu la série, l'épisode 4 de la saison 1, par exemple, est assez symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'elle est. Donc, on a Auguste qui est malade et mourant dans une chambre. Elle va auprès de lui, en fait, pour. Il entend rien, mais il va auprès de lui pour décharger toutes ses émotions. Alors que quand elle va dans l'atrium, hein, la partie publique, ou la tente des sénateurs, elle affiche un calme qui est assez maîtrisé. Euh, Ces séries choisissent de représenter Livia à chaque fois en quête de pouvoir, ou du moins en quête d'une forme d'influence politique. Et pour ce faire, elles mobilisent un ensemble de stratégies qui les inscrivent pleinement dans le registre de l'intrigue, voire de la manipulation. On peut un petit peu cocher tous les éléments. Elles complotent ou négocient en coulisses. Elles écoutent aux portes. Et ça, c'est un aspect qui est particulièrement bien montré dans Domina par plusieurs aspects. Il y a notamment le fait qu'on a ces décors avec des pans de bois qui sont ajourés. Elles ont aussi des réseaux d'espions. L'aspect d'ailleurs espionnage et secret est renforcé dans Domina par le fait que Livia est souvent en public avec ce voile, alors qui renvoie vaguement à la pala romaine, mais qui ici a une utilisation complètement contemporaine. Hein, c'est l'idée, hein, c'est vraiment de renforcer cette ambiance de secret. On a alors l'aspect aussi manipulation verbale. Et pour la série Rome, c'est un petit peu décalé parce qu'encore une fois, dans la série Rome, la série Rome n'a pas le temps de tout déployer sur Livia, mais on va plutôt jouer sur le registre sexuel où Livia en fait utilise la chambre conjugale comme un espace de pouvoir. Il y a une scène, hein, où elle adopte une posture dominante face à Auguste et c'est une inversion symbolique de leur rapport en public. Euh, Enfin, alors c'est moins négatif, mais elles ont un rôle aussi de conseil, alors qu'il y a un rôle qui est aussi attribué par les auteurs antiques, hein, à Livia, où elle va formuler différents avis. Dans Moi, Claude Empereur, elle a pas mal d'avis sur les campagnes militaires. Et dans Domina, pour le coup, elle dépasse largement ce rôle, puisque c'est elle qui apporte la plupart des solutions décisives aux problèmes politiques d'Auguste. Hein. Alors, agir suppose un objet d'action, et cet objet d'action, la plupart du temps, c'est Auguste, hein. Donc le prince. Et cette dynamique, elle est parfaitement illustrée par l'une des phrases qui est prononcée par Claude dans Moi, Claude Empereur, où il est dit que Auguste gouvernait le monde, mais Livia gouvernait Auguste. Avec cette métonymie qui est assez classique, hein, où Rome est Auguste, qu'on retrouve assez souvent. Et j'aurais d'ailleurs pu commencer ma communication comme ça. C'est ici, vous avez le générique de Domina qui illustre, mais alors parfaitement, la phrase, hein, qui est citée par Claude, avec cette image d'une femme en fait qui est dans l'ombre, qui est plus grande, qui possède un véritable pouvoir sur le prince, hein, qui est représenté par la statue, et sur Rome, et qui est aussi dans leur dos. Alors, sans détailler le personnage de Auguste dans ces 3 fictions, ils sont assez différents, avec un personnage qui est assez autoritaire dans Moi, Claude Empereur, mais plutôt sympathique.
Et en fait, là, ça m'a fait beaucoup penser aussi à l'intervention sur Henri VIII, où on a un petit peu ce stéréotype de l'empereur naïf qui se fait bien manipuler par sa femme. Dans Rome et Domina, en fait, ils ont un aspect beaucoup plus négatif, hein, avec un personnage très froid dans Rome et presque un antagoniste dans Domina, avec un personnage, un Auguste, hein, qui est capable d'avoir recours au meurtre et à la violence assez facilement et qui est représenté vraiment comme un danger, hein, pour Livia. Il n'empêche que les Livia arrivent quand même à force de plus ou moins grands compromis, d'habileté ou de plus ou moins grands dangers, à avoir un impact. Un des exemples, c'est par exemple le cas de son mariage, hein, puisque Livia, c'est son deuxième mariage. Elle a dû divorcer dans son premier mari, donc qui s'appelait donc Nero. Dans les sources, c'est indiqué que c'est plutôt une action d'Auguste, hein, qui va enlever, hein, selon ici le récit de Tacite, ah oui, oublié son nom, de Tacite, qui parle d'une épouse qui est enlevée, alors que dans Moi, Claude Empereur et dans Domina, en fait, c'est vraiment, ce sont les Livia qui sont à l'origine de ce mariage et qui sont vraiment des actrices, hein, pleinement. Dans Domina, on a même le sous-entendu comme quoi le mariage entre euh, entre Livia et Auguste est un des éléments déclencheurs de la guerre civile, de la deuxième guerre civile, donc de cet affrontement entre Octave et Marc-Antoine. Elles sont vraiment toutes représentées comme étant des monstres dans leur monde. Là, je parle bien d'un point de vue diégétique. Elles sont toutes marquées par une forme de froideur émotionnelle. Dans Moi, Claude Empereur, il y a uniquement la mort d'Auguste à laquelle elle verse une petite larme. Bon, elle en est à l'origine, mais il n'empêche qu'elle a quand même été mariée 50 ans avec. Et elle est particulièrement cruelle avec les autres, au point que ça en devient même humoristique. Dans Domina, alors il y a une petite inflexion. On a quand même un personnage qui sait faire preuve d'empathie, mais ses émotions restent réservées à Auguste et à son ami d'enfance qui s'appelle Antigone. Mais par exemple, lorsque son fils meurt, Drusus, elle ne le pleure pas beaucoup. Ce sont aussi des mères qui sont déficientes. Dans Moi, Claude Empereur, elle déteste ouvertement ses fils. Elle participe même à la mort de son cadet, hein, Drusus. Et dans Domina, les gestes de tendresse sont assez rares. Ces enfants sont uniquement des instruments politiques qui sont sacrifiés au profit de ses propres ambitions. Ce sont des meurtrières et en particulier des empoisonneuses. Alors c'est particulièrement visible dans Moi, Claude Empereur, hein, je vous ai mis tout le palmarès. Alors cet épisode, ça fait pas mal. Vraiment, on est à plus d'un mort par épisode. Et elle élimine vraiment méthodiquement et sans scrupule tous ceux qui pourraient faire obstacle à la montée au pouvoir de son fils Tibère. Domina reprend ce motif, hein, et la couleur est d'ailleurs annoncée dès les premières images, puisque la série s'ouvre sur Livia qui dit que peu importe combien vous en avez tué, et j'en ai tué beaucoup, hein, sous-entendu des personnes, le premier reste toujours en tête. Livia est toujours perçue comme dangereuse, décrite comme monstrueuse par son entourage, hein, vraiment, le terme monstre apparaît à chaque fois. Dans Rome, c'est Octavie qui dit à Livia: tu as épousé un monstre. Donc en fait, ça s'adresse plutôt à Auguste, mais en fait, ça la qualifie elle aussi, puisque c'est dans la même scène où elle le soutient complètement. Leur ambition politique est aussi assez explicitement condamnée par d'autres personnages. C'est notamment le cas dans Domina, où on lui reproche d'aimer le pouvoir. Donc voilà, sur les 3 séries, il n'y a pas de changement. Le personnage est toujours diégétiquement vu comme négatif. Par contre, là, on va avoir un changement assez notable. Ça va être sur le regard porté plutôt par les spectateurs, avec des portraits de femmes en fait qui s'inscrivent dans leur époque. On ne voit plus une femme qui cherche le pouvoir de la même façon aujourd'hui qu'en 1976. Dans ces 3 séries, Livia, en fait, elle transgresse les sphères qui sont vues comme féminines et associées à la domesticité, à la sphère domestique, pour s'investir plus ou moins directement dans la sphère
politique qui est traditionnellement vue comme masculine. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, donc je vais passer assez rapidement dessus, mais dans la série, dans la plus ancienne, les femmes qui sont impliquées en politique sont dépeintes beaucoup plus négativement que celles qui sont cantonnées à leur rôle d'épouse ou de mère. Et elles sont vues vraiment comme largement responsables de la chute des hommes. Hein, c'est Livia qui entraîne la chute d'Auguste ou Messaline qui entraîne celle de Claude. La série de 76 accentue même ces aspects par rapport au livre d'origine. Et le fait de rajouter vraiment un humour au personnage d'Olivia ne change pas le fait que la série offre un portrait négatif du pouvoir féminin. Sandra Josuel, qui a étudié cette série, voit ici un écho aux peurs qui étaient suscitées par les mouvements féministes dans les années 1970 et qui étaient perçues par certains comme une menace pour les valeurs familiales traditionnelles. De plus, dans cette série, Livia, elle est une farouche partisane de l'Empire, et l'Empire est vraiment vu comme, de façon assez négative dans cette série-là, alors que, au contraire, la République, celle qui a été renversée par Auguste, cette République, elle est mise en avant, valorisée, et les personnages républicains, comme Drusus ou Germanicus, donc Drusus, le fils de Livia, sont éminemment positifs. Donc, Livia, elle incarne le versant autoritaire du pouvoir, qui est associé au régime personnel. Et ça offre vraiment une rupture avec l'idéal républicain, aussi bien en 1934, au moment où Robert Graves écrit, qu'en 1976, où la série est diffusée. Dans Rome, Livia est introduite à la fin de la série et elle apparaît vraiment comme une jeune arriviste. Elle est dépourvue de légitimité, notamment face à Atia et à Octavie, que le spectateur suit depuis le départ, et avec qui elle entre en rivalité, mais très rapidement. Il y a là aussi eu des études et Anna McCullough évoque le fait que sa sexualité avec Auguste, qui est empreinte de domination et de violence, fonctionne comme un raccourci narratif et visuel pour susciter une réception négative chez les spectateurs. La figure qu'elle incarne, Livia, dans Rome, reste quand même assez globalement négative aux yeux des publics. C'est sensiblement différent dans Domina. Dans Domina, c'est pas une figure réellement positive, mais elle porte un regard en fait qui est plus nuancé, ce qui fait quand même une rupture assez notable par rapport aux deux premières séries. Ne serait-ce que par exemple sur la sexualité, Domina, donc on est sur une série qui est post-MeToo, et on a la mise en scène d'une femme alors qui a 41 ans, 40 ans à ce moment-là, qui a une sexualité affirmée et même désirante qui n'est pas connotée négativement. Le format sériel permet vraiment de complexifier son arc narratif et sa personnalité. Et les aspects négatifs ne sont pas gommés parce que, par exemple, ces aspects négatifs en tant que mère sont bien montrés, notamment dans la saison 2, où elle montre vraiment les violences au sein de la sphère familiale contre Tibère, qui en sort vraiment traumatisé. Mais les motivations de ces actes sont explorées. Et la série utilise pour cela plusieurs procédés narratifs. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement. D'un point de vue déjà de l'incarnation, on a deux actrices. On a une actrice qui est jeune. Alors, l'actrice en elle-même a 25 ans, mais elle figure une Olivia qui a 15 ans, qui est campée dès le départ comme comme une jeune adolescente qui rit. C'est une des premières scènes aussi, on la voit. Et tout le premier épisode va s'affairer à déconstruire, à détruire vraiment cette innocence qui est présentée, avec tout de suite un mariage qui est imposé, une sexualité violente puisqu'on a un viol conjugal, suivi d'une maternité qui est imposée et qui explique quelque part son peu d'attachement avec ses enfants. La série d'ailleurs s'inscrit dans un moment 2021 où il y avait un recul, où il y a toujours un recul sur les droits à l'avortement aux États-Unis, donc l'écho a pu être assez important. Livia est aussi traumatisée par la mort de son père, la guerre civile, les proscriptions et sa fuite forcée. Tout ça vraiment s'est ramassé dans un premier épisode. Bref, on nous montre un personnage qui est combatif, qui va devoir combattre face à cela et qui est assez résiliente. C'est aussi un personnage, et ça c'est vraiment un ressort narratif qu'on a tout le temps, c'est que c'est un personnage qui doit faire face à une urgence vitale. Elle est toujours en danger et elle va réagir à un danger qui la menace, mais qui la menace d'un point de vue mortel.
Alors, un bon exemple, c'est la mort de Marcellus, donc qui est le neveu d'Auguste, son héritier. C'est alors dans le moi, Claude Empereur, Marcellus est vu comme c'est le genre, il est populaire, et en fait, Livie va juste profiter de façon très opportuniste d'une maladie pour l'empoisonner. Et c'est comme ça qu'il va décéder. Dans Domina, on a un Marcellus qui prévoit d'assassiner Drusus et Tibère et d'exilier Livia et Antigone lorsqu'il sera au pouvoir. L'empoisonnement devient donc une réaction de survie. C'est d'abord un choix qui est proposé par Antigone, qui n'est pas accepté tout de suite par Livia, mais la série vraiment suggère qu'elle n'a vraiment pas d'autre choix. Et même la mère de Marcellus, Octavie, bien qu'elle cherche vengeance pour la mort de son fils, en fait, le dit explicitement que mais en fait, Livia, elle n'avait pas le choix. D'ailleurs, je parle d'Antigone depuis tout à l'heure, qui est en fait l'ami proche de Livia. Son rôle est intéressant, alors c'est complètement une invention de la série, mais elle agit vraiment comme un double qui permet de partager les responsabilités des actes sombres et négatifs. Notamment la mort du premier mari de Livia. Alors dans Moi, Claude Empereur, c'était Livia qui l'avait empoisonné. Dans Domina, c'est l'initiative d'Antigone qui décide d'assassiner ce personnage. Et dans la saison 2, alors Antigone, le personnage disparaît, et en fait, on a ça correspond à un tournant narratif avec une Livia qui sombre dans des meurtres qui apparaissent moins nécessaires. Enfin, et dernier point, ce sont les motivations de Livia. Dans Domina, vraiment contrairement à ce qu'on voit dans Claudius et dans Rome, Livia ne veut pas le pouvoir pour elle-même ni pour ses fils. En fait, elle veut le pouvoir pour restaurer la République. Et c'est pour ça qu'elle cherche à mettre son fils au pouvoir. C'est présenté non pas quelque chose comme d'enviable, mais comme un sacrifice. Et donc, pour le spectateur contemporain, Livia, cette fois-ci, apparaît plutôt du bon côté, parce qu'on a toujours cet aspect de la République et le bon côté, alors que l'Empire, c'est la tyrannie. Voilà. Alors, la série est un peu ambiguë parce qu'elle interroge toujours sans cesse la loyauté de Livia par rapport à cela. Mais en tout cas, voilà, on a ces éléments qui montrent qu'il y a quand même une évolution dans la présentation de son personnage. Les séries ne créent pas Livia ex nihilo. Elles ont bien il y a d'anciennes figures de Livia et on a en fait une historiographie qui est assez riche. Alors pour aller très vite, c'est que cet aspect négatif de Livia qui est empoisonnée et manipulatrice, elle vient surtout d'un auteur qui est Tacite, qui est un peu repris par Dion Cassius, mais qui est Tacite, qui est repris par Robert Graves, qui s'appuie beaucoup sur ça pour faire son roman. Et c'est repris dans la série. L'historiographie du XXe siècle, notamment avec Ronald Syme, a pas mal insisté sur l'aspect manipulateur de Livia, notamment sur son rôle en tant que manipulatrice de l'ombre. En fait, elle fait ses actions dans l'ombre. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, mais qui ne sont pas vraiment repris en fait, par les séries. Et je finirai par dire que vraiment, en fait, celui qui va profondément marquer la figure de Livy depuis un siècle, donc depuis le XXe siècle, c'est bien le récit de Robert Graves, avec la série de 1976 qui sert de modèle, qui a servi de modèle pour Attia, qui a aussi servi de modèle pour Livia de Rome. Et je finirai par dire que, hop là, Domina, en fait, va même plus rechercher dans le récit d'origine de Robert Graves, donc le roman de 1934, que dans la série, puisqu'on a une Livia qui va être beaucoup plus présentée comme intelligente et à l'origine d'absolument tout dans l'Empire, qui est l'image qu'on avait à ce moment-là. Et simplement, juste un élément de conclusion, c'est que Domina, c'est une série qui reste confidentielle. Son impact est incertain, mais il est peu probable qu'elle égalera la portée de la figure de Livia dans la toute première série. Et que, en fait, l'évolution du personnage de Livia, elle est davantage liée aux transformations et aux attentes de la société plutôt qu'aux avancées historiographiques. Ce qui fait que le modèle créé par Robert Graves, qui a été popularisé par la série, celle de la figure d'intrigante, a marqué la réception contemporaine de Livia ce dernier siècle et continuera probablement à le faire. Voilà, je vous remercie.